Vendredi, midi 30, notez bien cette heure, midi 30 et pas 14h30. On a décidé de vous ouvrir l'appétit avec Interaction. Interaction, cette émission interactive qui permet de vous donner toutes les clés de la gestion, parce qu'Interaction, c'est aussi le nom d'un fonds, un fonds dans lequel vous pouvez investir et qui fait, allez, on va se faire plaisir, 10% en 3 mois. On fait un petit cocorico. On commence tout de suite par retrouver Hubert, notre analyste, et Paul, notre gérant. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Un petit mot sur ces 10%, ça fait plaisir. C'est toujours bon à prendre et ça démontre que finalement, malgré la volatilité, le placement action reste un placement qui rapporte. 10% en 3 mois, écoutez, Pourvu que ça dure. Le job est fait, il faut qu'on fasse mieux dans le reste de l'année. Voilà la mission. On commence, bien sûr, vous en avez l'habitude, par notre première rubrique, la rubrique Actualité. Alors, une rubrique consacrée à l'actualité pour observer les grandes tendances de fond. Hubert, on parle toujours de la Grèce après cette élection, oui. Sans grande surprise. Exactement, c'était anticipé, on le disait la semaine dernière. C'est arrivé, écoutez, la BCE est plus forte que la Grèce, c'est ça qu'on peut conclure. Sur 6 jours, les valeurs européennes gagnent 1,3%, un peu amplifié en Allemagne parce qu'il y a un petit peu moins en France qu'en Allemagne à cause du poids notamment des financières. Mais la BCE... et donc le programme de quantitative easing, il faut bien l'appeler comme ça, de la BCE, pèse plus fort que la Grèce. De l'autre côté, un peu de reflux sur les valeurs américaines, un peu de reflux à la publication des résultats, alors des très très beaux et des moins beaux, ça on va avoir l'occasion d'y revenir. Depuis le début de l'année, en fait, tout monte pas mal, monte beaucoup l'immobilier, et l'automobile, et ne fait des performances négatives, les banques. Les matières premières et notamment l'énergie. Alors, dernier point, la Grèce n'a pas bousculé, je dirais au contraire, la hiérarchie des taux d'intérêt, ni en France et en Allemagne, ni dans les maillons forts, ou supposés forts, mais ni en Espagne, ni en Italie. Paul, la Grèce, c'est un non-événement. Est-ce que finalement, on va nous resservir ce plat ou c'est vraiment derrière nous ? Non, on ne peut pas dire que c'est un non-événement, parce qu'il reste un certain nombre de sujets à traiter. En revanche, le risque qui était qu'on parle tout de suite d'un défaut est une chose qui a été évacuée et ça montre que la BCE est aux commandes, elle est là, elle est présente. Les déclarations qui ont été un petit peu négatives ont suscité des petits retours de marché. Ça a été compensé très vite. Globalement, on a une semaine où il ne s'est pas passé grand-chose à l'intérieur d'un petit range de 1,5%. Ouais. C'est notable après la belle performance qui avait été faite par les marchés. Alors Hubert, vous avez commencé à en parler, on est rentré dans la saison des résultats aux États-Unis avec cet extraterrestre Apple. Alors, on a un extraterrestre qui est Apple, c'est sidérant, c'est extraordinaire. 18 milliards de profits trimestriels. Voilà, ça passe au-dessus de tout. L'argent est logé dans des paradis fiscaux, on ne paye pas d'impôts. C'est sans fin. On vend un iPhone toutes les... Trois iPhones toutes les secondes ou quelque chose comme ça. Plus 300 presque, je crois. Ou 300 par minute. Bon, oui. On en vend aux Chinois, c'est extraordinaire. Mais ça se situe dans des résultats américains plus mitigés. Alors, on disait et on espère qu'on va voir les effets de la hausse du dollar sur les valeurs européennes. On le voit déjà sur Procter & Gamble, on le voit déjà peut-être sur d'autres, peut-être sur Google aussi, qui a déçu. Alors Facebook n'a pas déçu, Caterpillar a déçu. Donc on voit que ça commence à se discuter. Bon résultat de Boeing quand même, ouais. Il faut quand même le souligner, mais United Technologies doit souffrir de cette dépréciation du dollar sur des contrats long terme. Alors première illustration, justement, le marché américain comparé au marché euro. Paul, vous nous avez apporté ce graphique. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Ce graphique, en fait, reprend depuis le 4 septembre 2014 l'évolution comparée du S&P et du Stoxx Europe 600, c'est-à-dire deux indices assez larges qui couvrent l'un la zone Amérique, l'autre la zone Europe. Alors ils sont exprimés dans leur devise nationale et on peut voir que si à la fin de l'année on pouvait encore se dire que l'Europe était en retard, la décision de la BCE a été saluée par une belle envolée des cours et de ce fait finalement le mouvement européen est devenu plus significatif depuis le mois de septembre que le mouvement américain. Hubert, un commentaire ? Alors, il y a plusieurs choses à voir. Donc, c'est une période dans laquelle le dollar a été franchement haussier par rapport à l'euro. Un peu la conclusion de ce qui s'est passé cette semaine, quand même, peut-être la Grèce, peut-être la BCE. On est en train de se stabiliser. Hein. Le dollar n'a pas
passer une nouvelle étape. Donc ça c'est un point important. Après, il y a les fondamentaux. Hein. Il y a les fondamentaux qui sont bons aux États-Unis quand même. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire que la consommation va plus vite que l'investissement, mais néanmoins, ils sont fondamentalement très bons avec cette semaine le rapport budgétaire. Donc autant la Réserve fédérale dit qu'un jour elle montrait ses taux, mais qu'on ne savait pas trop quand, et on pense tous que c'est en juin. Mais le budget fédéral, en déficit de 2,5 à 3%, plus près de 2,5, ils étaient à 10 en 2009. Hein, et donc ça veut dire la fin des coupes automatiques, ça veut dire qu'on revient au business as usual, ce qui veut dire que la Fed va probablement monter ses taux. Ouais. Alors, je dirais, moi, que les informations qu'on reçoit aujourd'hui sur, en particulier, l'impact du dollar, de la hausse du dollar sur le résultat des entreprises américaines, est quand même de nature peut-être à retarder cette échéance de juin qui était dans les esprits de tout le monde. C'est Procter qui a sonné l'alarme, je crois, notamment. Voilà, tout à fait. Et c'est quelque chose de très significatif, je pense. On a Procter la semaine dernière, on aura Nestlé la semaine prochaine, et on va voir effectivement le profil, le client et la fourniture. L'ajustement de change est finalement ce qui est majeur aujourd'hui sur les marchés. L'abondance de liquidités que traduisait le graphique qu'on a vu et qui fait que les actions montent, c'est un ajustement de change qui se fait derrière. Un dernier mot sur l'inflation. Dans les grandes tendances qu'on suit, l'inflation. Moins 0,6% rythme annuel en zone euro. C'est pas bon ça. Hein. Est-ce que la BCE va réussir à inverser la tendance? La BCE, elle s'en doutait un petit peu. Et l'autre question qui se pose, c'est les taux réels positifs. Finalement, avec 0,4% sur l'emprunt allemand, si vous avez 0,6% vous avez 1% de taux réel. Vous perdez 0,6, ça fait 1% de réel, oui. Alors moi, je serais un peu moins inquiet que cela, parce que je crois que quand une banque centrale dit « je vais faire quelque chose », on l'a vu, elle le fait. Quand il s'agissait de lutter contre l'inflation, on voit qu'on a eu derrière une trentaine d'années de désinflation et aujourd'hui on a peur du contraire. C'est plus facile de baisser les taux et de faire de monter les taux et de faire de la désinflation que de lutter contre la déflation, non? En 1981, quand les taux d'intérêt sont montés à 22%, on pensait que c'était très difficile de faire baisser l'inflation. Hein. Oui. Donc effectivement, c'est un phénomène très 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 long, voilà ce qu'on peut dire. C'est un phénomène très long et puis d'un autre côté on a une donnée qui est très significative aujourd'hui, c'est la baisse du pétrole, qui reste quelque chose de très positif pour les consommateurs parce qu'ils retrouvent du pouvoir d'achat, mais qui pèse très fortement sur le chiffre d'inflation qui est publié aujourd'hui. Absolument. Voilà pour l'actualité, les grandes tendances. On passe au tableau de bord. Alors, je vous le rappelle, n'hésitez pas à intervenir, c'est votre émission, votre gestion. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le petit player qui se situe à droite de l'écran. Du côté des indicateurs, donc on voit ces feux, deux feux pôle bougent. On revient au vert niveau de dispersion des performances et on revient au vert avec le point 6, stress de volatilité. Tout à fait. En fait, c'est des indicateurs sur la nature du marché, sa résilience, sa volatilité. On voit très clairement que l'action de la BCE est là et ces indicateurs passent au vert. Et ce n'est pas parce qu'on pourrait s'inquiéter sur la Russie ou sur la Grèce qu'effectivement il reste détérioré. L'indicateur 7, c'est celui sur lequel on zoome, la dynamique du momentum de marché. On rappelle ce que c'est. Oui, alors la dynamique de momentum de marché, c'est en fait la mesure de l'intensité des tendances haussières par rapport à celles qui sont baissières. Et quand on est avec un chiffre qui est supérieur à 1... C'est l'inertie, on pourrait dire. Hein. C'est une forme d'inertie, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, ce qu'on peut noter, c'est que depuis que Bernanke est intervenu, on perd en momentum de marché et on se rapproche progressivement de 1. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans un bull market. C'est pas Bernanke, c'est Draghi. Non, Bernanke en 2013. Ah, pardon. Voilà. Quand il a commencé à annoncer qu'on allait sortir de la liquidité facile, on a finalement perdu un petit peu en momentum et c'est un mouvement qui continue aujourd'hui. Et il faudra surveiller parce que Draghi pourrait la relancer, c'est ça? Ce qui est positif, c'est que si on voyait un point d'inflexion vers le momentum haussier et qu'on remonte, les chiffres remontent au-dessus de 1, ça serait très positif. Alors j'anticipe sur la question d'Hubert et sur le mode, sur notre météo boursière, les modes de risque. On reste en mode 3 alors qu'on a quasiment plus que des feux verts.
Nous avons beaucoup de feux verts, c'est vrai, mais il en reste qui ne sont pas aussi attirants que cela dans la deuxième colonne des indicateurs qu'on a pu montrer. Et je crois que ce qui est très important, c'est le momentum microéconomique qui, lui, est aujourd'hui relativement dégradé. Alors, il s'est amélioré, on en a parlé il y a 15 jours, mais c'est quand même un momentum qui est dégradé et il faudrait que les révisions de bénéfices viennent plus nombreuses, et on peut l'espérer, pour l'Europe en particulier. C'est le dernier verrou, en fait. Oui, mais moi, je suis extrêmement optimiste sur ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, la publication des résultats des entreprises françaises va permettre aux patrons de parler et de parler plus positivement. Et je pense qu'on va vers une grande série de révisions. Alors, c'est pas pour ça qu'après on ne révisera pas à la baisse, mais on va réviser à la hausse, à mon sens, pendant les 6 premiers mois. Ce qui serait le contraire du message américain. Donc en Europe, c'est ça, votre pari, Hubert? Oui, justement, d'ailleurs, notamment pour des raisons de change, comme on l'a expliqué. Mais les analystes financiers sous-estiment toujours les tendances. Donc quand ça va bien, ils ont tendance à sous-estimer l'effet, parce que c'est un effet très très violent, l'effet pétrole et l'effet dollar. On en parle toutes les semaines, donc on a l'impression que c'est acquis, mais quand même, c'est un effet très 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 violent. C'est aussi surtout qu'aux États-Unis, en 3 ans, on a vu le volume des bénéfices très fortement augmenter au final. En Europe, on est resté sur les mêmes bases. C'est un graphique qu'on a montré il y a 3 semaines ou un mois. On est resté sur les mêmes bases et on a toujours commencé l'année avec des anticipations supérieures à celles qu'on avait à la fin de l'année. Et si on a un schéma exactement inverse qui se produit en 2015, ce qui est tout à fait probable... On n'y croit pas, effectivement, parce qu'à cause de 2014. 2013 avait été l'année où on avait anticipé la hausse des bénéfices et elle n'a pas eu lieu. Bon, elle n'a pas eu lieu. Et maintenant, effectivement, on a tendance à ne pas y croire et on est drivé exclusivement par les flux. Mais dès lors qu'il y aura cette petite étincelle, et moi je pense qu'elle va venir assez vite. L'anticipation de baisse de l'euro commençait à s'établir. En revanche, celle de baisse durable du pétrole n'était pas dans les anticipations des analystes. Donc à partir de ce moment-là, il serait assez logique qu'on ait une révision. Parfait. Voilà pour la rubrique tableau de bord. On passe à la performance d'Interaction. Alors, une performance qui va s'afficher sur votre écran. Depuis la création de ce fonds, c'était fin octobre, on fait plus de 10% donc sur ces 3 mois de gestion. En dessous, il est vrai, de notre benchmark, le CAC qui a plus de 12%. Mais sur la semaine aussi, on bat l'indice CAC. On reviendra sur les arbitrages opérés, mais ceci explique sans doute cela. Oui, c'est ça. On paye, on reçoit les bénéfices des arbitrages assez francs qui ont été faits dans les dernières semaines, hein, notamment de sortir des 2 plus grosses poids lourds du CAC, hein, le Total et Sanofi. Ne pas avoir Total et Sanofi, c'est un peu ce qui nous permet d'avancer. Et également l'allègement sur, on va le voir, sur EDF et sur GDF. Donc le fait de se concentrer sur des paris commence à être payant, bien que nous soyons toujours en mode 3. C'est en mode 2 et en mode 1 qu'on pourra vraiment se concentrer sur des paris et en tirer des bénéfices. Alors, on voit cette forte accélération et on voit ce très faible delta sur la semaine. Paul, finalement, ça veut dire qu'on a mangé notre pain blanc, qu'il va falloir peut-être... s'attendre à des accélérations moins fortes, moins puissantes? Accélération moins puissante, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, on vient d'avoir une semaine de digestion. On peut très bien voir les choses avancer positivement si justement on a des nouvelles très positives du côté de la Grèce. On suivra le dossier grec, bien sûr, en temps réel. Le dossier grec, dossier russe, c'est quand même, pour l'Europe, on peut pas l'ignorer, et notamment, on va le voir, dossier grec, dossier russe, ça se retrouve dans un secteur très particulier, qui sont les banques. Alors, on a des financières très peu bancaires, mais ça se retrouve dans les banques. Oui, le dossier russe est certainement beaucoup plus conséquent que le dossier grec. Parce que le dossier grec, il est connu, il est documenté depuis 2011, voire même 2010. Oui, un certain nombre de choses ont été provisionnées. On peut revenir dessus, ça sera significatif, ça ne sera pas un non-événement absolu, mais le problème russe est quelque chose de beaucoup plus important, surtout qu'on va vers le printemps, et avec le printemps, la possibilité de voir des mouvements de troupes qui ne soient pas ceux que le marché attend.
Une question de Jean-Louis. Merci Jean-Louis pour cette question. À 4600, il parle de l'indice CAC. Ne faut-il pas envisager des prises de bénéfices et d'augmenter sensiblement la part de cash? Donc ça revient un peu à ça. Moi, je pense qu'on est encore très en retard. On va le voir tout à l'heure dans la gestion. Je pense qu'on est quand même toujours très en retard. Alors le CAC 40, on l'a souvent dit, a ce poids de Total et de Sanofi, a ce poids des bancaires. Donc c'est peut-être pas le CAC 40 qui est le plus important, mais les valeurs européennes après une année blanche, rappelons, 2014 a été blanc. Y aurait donc rien, il y a de la marge, il y en a sous le pied, comme on dit, en langage trivial. Il y en a sous le pied, comme vous dites. Si la BCE avait été finalement, s'était réunie et avait pris ses décisions un mois plus tôt, on aurait terminé l'année sur ces niveaux-là. D'accord. Alors, on passe à la construction de la performance d'un point de vue sectoriel. Comment celle-ci s'établit cette semaine? Donc c'est ce graphique avec du bleu et du rouge, le bleu étant pour l'indice CAC, le rouge pour Interaction. On voit que on est pas mal en défensive. Alors, on est pas mal en défensive, mais on l'est beaucoup moins qu'on ne l'a été. C'est ce qui explique la performance cette semaine. Je parle de la perf là, qui se distingue par rapport au reste du marché. C'est-à-dire que les cycliques, les consommations cycliques et les semi-cycliques, on a investi. Alors, on a investi avec peut-être moins de résultats sur les cycliques et la consommation cyclique que sur les semi-cycliques, mais on a investi. Alors, moi, j'aurais tendance à penser qu'on est un peu surinvesti en défensive, ou qu'en tout cas, on a pris des défensives qui sont des valeurs d'abonnement qui sont peut-être trop liées à l'euro, notamment. Et c'est ça le sujet. C'est certainement, puisqu'en fait, le poids des défensifs par rapport au CAC est très inférieur, puisqu'on en a 22,61%, quand dans le CAC, il y en a 36,61%. Mais certainement, des valeurs comme GDF Suez, EDF, qui n'ont pas démérité globalement, ont été certainement en revers de ce que le CAC a pu fournir comme performance. Alors, deuxième observation, les valeurs de TMT. Les valeurs de TMT ont fait la performance. C'est pas Orange est pour le moment une valeur de TMT. Tout à fait. A fait la performance, mais aujourd'hui, par exemple, Orange, c'est un exemple, on va d'en reparler, arrive à être à peu près à son prix. Alors, c'est pas pour ça que l'ensemble peut pas performer, mais on était surinvesti. Ça a été un des moteurs du performance du portefeuille. On peut se poser la question, et la dernière question, c'est les financières. Mais dans les financières, si on évite le risque bancaire, le problème des banques, c'est qu'elles n'ont pas grand-chose à perdre sans doute et pas grand-chose à gagner, et qu'on a tous les jours une mauvaise nouvelle. La BCE, cette semaine, a cadré la commission bancaire a cadré la politique de dividendes, et on voit bien que ça va être un peu moins, on va moins toiletter. Le besoin de fonds propres est peut-être moins important qu'il ne fut par le passé. Donc il n'y a plus besoin de séduire des actionnaires extérieurs, ça peut-être un peu moins. Ok, si on regarde le portefeuille dans son détail maintenant, on va voir aussi cette construction de performance dans le détail, avec des valeurs donc, qui en profitent plutôt bien. Alors ce qui est intéressant, c'est toujours un peu la contribution aussi relative, même si Vinci recule, étant donné qu'on a une pondération moindre, elle nous fait reculer moins que l'indice sur cette ligne. Qu'est-ce qui était notable pour vous, messieurs? Alors moi je crois qu'en fait, les télécoms restent quand même un des axes du portefeuille et effectivement est plutôt satisfaisant, y compris cette semaine. Alors Orange en Téléfonica, mais Téléfonica, c'est vraiment, je crois, un axe structurant dans le portefeuille. Et là, il y a l'idée qu'on passe d'une structure d'entreprise qui subissait la baisse des coûts à une structure qui choisit la croissance aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Avec néanmoins moins de levier. Téléfonica a toujours une histoire de restructuration. Orange, le re-rating, comme on dit, et il est probablement achevé. Ça va évoluer comme son marché, probablement. Le potentiel d'Orange reste quand même... ils sont très en avance sur un certain nombre de sujets et je pense que, il y a moins d'opérations spéculatives comme dans l'histoire de Telefonica sur l'Angleterre, mais il y a quand même des choses qui méritent d'être regardées. Alors il y a Valeo qui rentrait dans le portefeuille, qui se comporte bien, plus 2%, 2,4% sur la semaine. Oui, tout à fait. Valeo, Faurecia et Renault, c'est en fait de l'industrie automobile au sens large et on le retrouve dans la consommation cyclique. C'est un poste qui rapporte quand même aussi significativement dans le portefeuille. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la performance. On va s'intéresser tout de suite à la gestion. Que fait-on cette semaine ?
Alors Hubert, vous nous avez apporté un graphique. La semaine dernière, on était avec LCL. Cette semaine, on est avec CPR Asset Management. On est avec CPR Asset Management qui a tenu une réunion pour faire le point en fait, sur les marchés financiers. Et je voulais vous montrer le graphique qui est à gauche sur votre écran, qui compare en dollars, donc dans une monnaie, peu importe, dans une monnaie qui est toujours la même, les valeurs américaines, les valeurs européennes et japonaises, et les valeurs des marchés émergents. On voit on voit pas bien les couleurs, il faut nous dire laquelle est en haut. Alors celle qui est en haut, ce sont les valeurs américaines, donc plus 22-23% en dollars par rapport à 2010. La deuxième, c'est japonaise. La deuxième, la japonaise et l'européenne perdent grosso modo entre 18 et 20%. Donc ça fait un très très gros écart. Et le monde est à la cave avec les émergents sont très très en dessous, mais ça on sait, on connaît la crise et on voit très bien le décrochage de 2012. Moi je crois que dans ce graphe, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, la création de valeur s'est déplacée des pays émergents vers l'Amérique, puisqu'ils résonnent ensemble plutôt en dollars, et donc c'est très significatif. Les aspects sur l'Europe et sur le Japon, l'ajustement de change est certainement une partie explicative de cet effet en dollars. Ce que vous nous dites, c'est que voilà, il serait logique que l'Europe remonte vers la base 100 à cause de l'euro notamment. Là, les spécialistes de la CPR, les analystes de la CPR disent un retard à combler pour les actions européennes. Je pense que c'est absolument le cas. Alors, bien entendu, il y a des effets locaux, mais néanmoins, il y a un vrai retard. Mais si on n'est pas en dollars, ça marche aussi, parce que c'est ça la question. Si on comble le delta juste avec la devise, c'est moins intéressant. Ça marche encore mieux. Ça marche encore mieux. Si on est en euros, on a une chance de plus rattraper, nous, les Européens, qu'un investisseur américain. Donc, au contraire, ça marche mieux. Alors, juste un tout petit mot du graphique qui est à droite, même si il est moins important, mais puisque le premier, c'est la justification qu'il y a à investir dans Interaction, c'est dans un fonds de valeur européenne. Donc, il y a un retard, il faut vraiment investir. L'autre est un graphe assez amusant, puisqu'on voit la manière dont se sont comportées les classes d'actifs, ce qu'on appelle value, c'est-à-dire les valeurs décotées, sont en forte baisse, sont en baisse en passant, quand les valeurs moyennes varient très très largement, et ce sont les valeurs de croissance qui ont fait le mouvement. Oui, c'est d'autant plus valable au niveau mondial. Voilà donc pour ce graphique, Hubert, merci d'aller picorer à droite et à gauche ces informations. Merci aux analystes de CPR Asset Management d'avoir mis ça en valeur. Alors, cette semaine, quelles sont les pistes, les réflexions, les idées d'Hubert ? Alors, pour aller plus loin que ce retard sur des valeurs européennes, c'est un sujet qu'on a eu l'occasion d'aborder, c'est la question de la baisse du pétrole. Non pas vraiment vue sur les effets des gens qui consomment du pétrole, de Lafarge, d'Air France ou Dieu sait quoi, mais plus vue du côté qu'est-ce que ça va donner en pouvoir d'achat. C'est bien sûr beaucoup plus sensible aux États-Unis compte tenu des taxes que nous payons sur l'essence, mais c'est très sensible. Alors donc il y a alors, plusieurs. Par exemple, d'abord l'alimentaire, d'abord l'alimentaire et la distribution. Donc on a du Carrefour et on a de l'Unibail qui est certes une immobilière, mais qui est une immobilière investie très largement dans les centres commerciaux. Donc alors la question c'est est-ce qu'on peut essayer de profiter de zones de croissance. Donc on avait parlé de Deleuze qu'on n'a pas fait, qui est une zone qui est en fait un distributeur belge, mais présent à 60% aux États-Unis. En revanche, je m'interroge, et on va peut-être pouvoir s'y interroger dans les semaines qui viennent, sur la manière de jouer par exemple l'Espagne avec Dia et Inditex. Inditex c'est Zara. Et ça renforcerait le tropisme espagnol qu'on a déjà dans le portefeuille, de jouer cette reprise du marché espagnol et d'avoir finalement des valeurs équivalentes. On a du Telefonica, mais... on a de la Banco de Santander. Je pense que la conso, c'est ce qui va tirer l'Espagne, et c'est ce qui tire l'Espagne, c'est mon sentiment. Il y a eu un allègement effectivement de la pression, et donc ça pourrait être quelque chose qui serait positif pour le portefeuille. On a déjà rentré Carrefour cette semaine. C'est un peu cette logique. C'est sous surveillance. C'est sous surveillance. Dia, c'est intéressant. On voit bien que c'est compliqué d'aller sur la zone qui a mieux marché, l'Allemagne, d'aller sur une zone pure comme le Royaume-Uni. L'Espagne, c'est quelque chose où il y a une tendance. Et Inditex, qui est plus textile, donc en effet... Alors il y a des problèmes de l'art. Mais ce qui est sûr, c'est que Zara, Inditex, est beaucoup mieux placé que H&M. Ça, c'est certain. Alors, deuxième point, c'est les luxes et produits de soins. Alors, on a de l'Essilor, et on ne fait que s'en féliciter. La semaine prochaine, LVMH publie ses résultats, mais on peut s'interroger sur L'Oréal, c'est pour le moment tard, parce que ça monte tout le temps, donc c'est un peu difficile. Mais sur Kering ou Dior, je pense que c'est aussi trop tard, et malheureusement sur Beiersdorf.
tous ces spécialistes... Bayersdorf, c'est la crème Nivea. Oui, c'est la en crème Nivea, Allemagne. pardon. Oui. Tous ces spécialistes ont vu leurs estimations, leurs objectifs de cours remonter cette semaine de la plupart des cabinets, et c'est relativement logique. C'est l'intégration de l'effet dollar qui joue à plein, effectivement. Donc là, on a ce rendez-vous LVMH qui va peut-être nous donner des tendances. Des opportunités. Il faudra voilà. Alors, automobile équipementier, on est très présent. Hein. Renault, Faurecia, Valeo. Donc, la seule question que je poserai, et que je mets sur le tapis, probablement pas pour aujourd'hui, c'est Renault contre Peugeot. Alors, ça peut paraître curieux de se centrer sur la France, mais Renault a un risque russe. Hein. On en a parlé quand Peugeot a un potentiel chinois. Et le potentiel chinois se traduit dans des ventes, c'est les ventes des 308 pour l'essentiel, beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait pu craindre. On atteint un effet volume de 4,5% de voitures vendues en plus l'année prochaine. Donc ça a des effets sur les marges. Là aussi, les analystes vont plutôt galoper après les estimations que l'inverse. Et donc, je m'interroge sur l'arbitrage Renault-Peugeot. Bon, Renault est quand même présent en Chine. Et avec la voiture électrique, quelque chose d'assez intéressant. Le maire de Pékin dit que c'est invivable maintenant, sa ville, irrespirable. Donc ils vont peut-être aller plus vite, plus fort dans la voiture électrique. C'est cette carte que joue Carlos Ghosn. C'est cette carte qui fait quelque chose de très différent entre Peugeot et Renault aujourd'hui. Voilà. Alors, hôtel-restaurant, effet de devise, croissance mondiale. On rappelle, on a fait de l'accord. On essaye de passer en revue tous les secteurs qui peuvent profiter d'un regain de pouvoir d'achat lié à la baisse du prix du pétrole. Donc, on a joué accord. On a du Sodexo, alors c'est plus industriel, mais néanmoins, c'est pas facile de trouver des choses pas chères dans le domaine des hôtels-restaurants voyage. Hein. Oui, tout à fait. Alors bon, on a aussi l'idée de regarder Compass. Oui, alors Compass, c'est anglais et donc c'est surcoté. Parce que la Banque d'Angleterre, elle n'a pas attendu aujourd'hui pour injecter de l'argent dans le système, comme le BCE. C'est le Sodexo anglais Compass. Tout à fait. C'est très bon. Donc ça c'est un point. Bon, très clairement, c'est des secteurs qui sont quand même déjà présents dans le portefeuille. Il y a aussi besoin de rester diversifié. On a fait un certain nombre d'opérations qui étaient majeures. On va revoir le tableau. On a le tableau, l'historique. En effet, cette semaine, on avait décidé ça lors du dernier comité avec Thomas, en l'occurrence, vendredi dernier. Et on a fait pas mal d'arbitrage puisqu'on a acheté du Carrefour, on a vendu du Repsol, l'espagnol aussi, dans le pétrole. On a allégé EDF. Et toujours lors de ce dernier comité de gestion, Valeo a été acheté, GDF Suez allégé et Crédit Agricole a été vendu. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et en fait, ce que cela traduit, c'est que l'énergie recule énormément dans le portefeuille. Qu'à l'opposé, on fait monter en puissance finalement de la cyclique de consommation qui est l'automobile, on fait monter en puissance Carrefour qui est la distribution. C'est des choses. Voilà, c'est exactement. C'est une tectonique de fond, on reprend du cycle, comme on dit. Tout à fait, tout à fait. Je termine. Les médias, je pense que Vivendi n'est plus. La valeur idéale pour jouer les médias, puisqu'elle est sans levier. C'est une valeur d'abonnement, Vivendi pour l'essentiel. Pourquoi les médias? Ça pourrait profiter d'un retour de la croissance? Ah oui, le retour de la croissance. Donc plus de pubs, donc plus de revenus? C'est automatique. Donc la star, c'est RTL Group. RTL Group, c'est une star en Allemagne. Alors c'est pas le plus mauvais endroit. En France, M6 souffre un peu, mais pas RTL, pas RTL la radio. Et donc, plutôt que Vivendi, je pense qu'on pourrait s'interroger dans les semaines qui viennent sur RTL Group ou Publicis. Et ça mettrait un peu de pied en Allemagne aussi, non? C'est une façon d'être en Allemagne, effectivement. Oui, ça c'est leader. Alors, dans le logement, on est assez présent. Ouais. Pour finir, on est présent sur Vinci, on est présent sur Bouygues, qui fait aussi des télécoms. Mais donc, en réalité, cette baisse du pétrole qui fait monter la consommation, on la joue. Et on peut peut-être la jouer un peu plus en avançant. Alors notamment, comme on l'a dit, la question, c'est la question des banques. Alors, on l'a vu si on revoit le portefeuille. On a beaucoup de financières, mais pas beaucoup de banques. Oui, je reviendrai juste sur un point. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? On le disait tout à l'heure, l'indicateur micro est négatif. Enfin, il est en feu orange. Et on est déçu de se dire, mais quand est-ce qu'il va s'améliorer? Là, et on attend les discours des présidents pour voir si le météo s'améliore. Voilà, et des anticipations des analystes
qui pourrait changer. Et là, on a finalement, pourquoi est-on allé en Espagne plus qu'en Allemagne? C'est parce que, globalement, on pensait que la convergence des taux se mettrait en place, que ce serait un bénéfice et que l'activité serait un peu supérieure à ce qu'elle était anticipée. Donc, globalement, c'est ce mouvement-là qui continue de se mettre en place. Alors, après ça, les banques, si elles ne distribuent pas de crédit, même s'il y a un petit frémissement aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on peut, regarder. Mais d'un autre côté, si on regarde le portefeuille, aujourd'hui, il n'est pas très bancaire, puisqu'on a Banco Santander qui est une histoire. C'est une histoire, c'est pas seulement une banque. Voilà, alors là, on a eu l'annonce de la révision des bénéfices, enfin des dividendes, plutôt, de la distribution des dividendes qui a pesé sur le titre, avec l'augmentation de capital. On a eu aussi le franc suisse qui a pesé sur le crédit en Pologne, et ils sont assez présents. Ce sont des éléments qu'on a pris aujourd'hui dans les cours. C'est dans les cours, là. Et l'histoire peut à nouveau se redéployer. Mais attendez, Paul, vous dites on n'est pas très bancaire, mais tout à l'heure, vous nous avez expliqué que finalement, il ne fallait pas trop l'être. Non, on n'est pas beaucoup, mais justement, on est financier via AXA, on est financier via Allianz, et donc j'avais également un autre sujet pour les semaines prochaines à mettre sur la table, qui est Euler Hermès. Euler Hermès, c'est le leader de l'assurance crédit, et ça a à la fois des très bons fondamentaux de ce fait-là, puisqu'il y a un peu de reprise économique. C'est une assurance qui n'est pas liée au taux d'intérêt, qui sait très très bien, et donc c'est quelque chose qu'on peut aller chercher. Et puis il y a toujours un petit phénomène, un petit côté spéculatif, puisque Allianz, qui possède un peu plus des 2/3 du capital, pourrait un jour, et notamment avec l'arrivée d'un nouveau président en mai, finalement rafler l'affaire. Il y a un dividende qui dépasse 7%, je crois, donc c'est vraiment... Et c'est une plus petite valeur, hein, c'est pas dans le CAC. C'est pas dans le CAC, mais c'est quand même une financière solide. C'est un leader mondial dans un vrai métier. Hein. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Paul? Est-ce qu'on touche à ce portefeuille ou pas? Alors, je pense qu'en fait, il faut... je ne suis pas certain qu'on passe à l'achat de quelque valeur que ce soit ou à la vente de quelque valeur que ce soit. Vous êtes certain qu'on ne passe pas? Non, je ne dirais pas, je ne dirais pas non, jamais, mais je pense que là, on est plutôt dans une phase de réflexion après un certain nombre de mouvements. Alors, si les différentes réunions nous apportent des nouvelles intéressantes, on les saisira et on réagira par rapport à la trame qu'on vient de définir. Donc la trame, ce qu'on met sur surveillance, c'est grosso modo cette relution grâce au pouvoir d'achat du pétrole, la baisse du pétrole. C'est le grand sujet. Hein. C'est le grand donc sujet du moment. La baisse du pétrole, on l'a vu en secteurs. négatif avec cette semaine les annonces de baisse des investissements. Mais ça va finir par profiter à certaines valeurs. Mais ça profite à certaines valeurs. C'est ça qu'on surveille. En tout cas, cette semaine... un peu d'arbitrage au sein des défensives pour effectivement ne pas subir la baisse du pétrole, mais plutôt subir l'abonnement, etc. Mais vous l'avez compris, on ne touche à rien cette semaine. On a fait beaucoup d'arbitrage la semaine passée. Oui. Et on va regarder ces thèmes pour voir si en effet il y a une ligne ou une autre qui pourrait partir et qu'on pourrait essayer d'accrocher. On a vu l'essentiel ? On a vu l'essentiel. Merci messieurs, merci pour ces explications, ces arbitrages. Merci à vous de nous suivre régulièrement. Interaction, vous avez le code ISIN qui s'affiche. Vous savez que c'est un sport dangereux, l'investissement financier, mais voilà, par les temps qui courent, c'est un placement qu'il faut quand même regarder et comprendre. C'est pour ça qu'on fait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.